Utilisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur Juste Milieu pour un nouvel épisode de Ça discute avec. Et aujourd'hui, vous le voyez à mon sourire gourmand, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Pierre-Yves Rougeron. Et avant toute forme de discussion, cher Pierre-Yves, comment vas-tu? Ça va. Les temps sont un peu sportifs, mais voilà. Clairement, temps compliqué, on va revenir sur tout ça avec toi aujourd'hui. Je suis forcément très heureux, voilà, de te recevoir sur Juste Milieu pour la deuxième fois. Comme un véritable gourmand du bon mot, je suis tout ce que tu fais sur la chaîne du Cercle Aristote. Donc les copains, bien sûr, allez-y si ça n'est pas encore fait. Rendez-vous sur la chaîne YouTube du Cercle Aristote. Et justement, en guise d'introduction, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les actualités du Cercle Aristote? Qu'est-ce qui se passe Alors, par chez vous? le cercle Aristote, donc là, on a le GE d'octobre qui va être mis en ligne au moment où sort cette vidéo. On a nos conférences tous les lundis, donc tu vois là on a un beau programme là, avec entre autres Olivier Delorme, nos camarades comme Rémy Tell, comme également Loïc Chéniaud. Et on sort 2 livres. Là, on sort un ouvrage sur Cannabis, vous avez le droit à la vérité de Serge Le Bigot, qui est une étude sur l'échec alors sur le cannabis et la jeunesse d'un point de vue général, mais surtout sur l'échec des politiques de dépénalisation. C'est-à-dire, ça fait le point sur la situation du Colorado, sur la situation de la Hollande, sur la situation d'un certain nombre de pays qui vont nous être vendus parce que c'est l'un des buts de l'élite française de légaliser le cannabis et après une partie non négligeable des stupéfiants, parce qu'il faut pas se leurrer, on n'ira pas en si mauvais chemin. Et de l'autre côté, on sort ceci. Les Rockefeller, maître du jeu, de Jacob Nordengar, c'est un intellectuel universitaire, maître de conf à l'université de Stockholm, écologiste, et qui fait un état de l'histoire du green business et de ses liens avec la fondation Rockefeller. Et quand on voit que les principaux artisans du green business sont sont l'industrie pétrolière, on se pose de lourdes questions. Donc c'est un ouvrage universitaire qui donne un aspect assez cru sur la question écologique actuelle. Donc il marche assez fort. Donc soutenez-le. Je pense que ça peut être intéressant pour ton public. Absolument. Voilà. Le rendez-vous est pris sur le site internet. On peut commander tout ça, évidemment. Sur le site internet cerclearistote.fr. Alors, ils peuvent les commander partout. Hein. Ils peuvent les commander chez leur libraire du coin. Hein. Voilà, ça. Mais donc voilà. Le rendez-vous est pris pour des lectures toujours plus savoureuses et on va continuer aujourd'hui sur les gros sujets. Les gros sujets parce que le monde et l'horreur ne s'arrêtent pas. C'est vraiment, c'est un jeu vidéo, on n'a pas encore rencontré le boss, mais on galère déjà pas mal. La situation en Israël et en Palestine, on va revenir sur cette situation avec toi, cher Pierre-Yves. On est le 18 octobre 2023 au moment où on parle. Donc, chers spectateurs, il est fort possible que depuis, beaucoup de choses se soient passées, mais aujourd'hui, vaste question, quel état des lieux peux-tu faire de cette véritable poudrière qui pourrait être un poids de masculin énorme? Nous étions les yeux rivés sur l'Extrême-Orient et entre autres sur la mer de Chine, en attendant le prochain conflit. Et je voudrais donner ma vision de ce qui est en train d'arriver. Donc, j'ai peut-être tort, hein, mais voilà la grille de lecture que j'utilise. Nous avons, et c'est un état de fait, un monde qui est en train d'apparaître, qui n'est pas un projet, qui est un état de fait, qui est ce qu'on appelle la multipolarité. Alors, tu as des gens, dès qu'ils entendent multipolarité, ils salivent comme les atlantistes salivent du New American Century. Il faut arrêter ça. La multipolarité, c'est d'être plus libre parce que tu vas avoir différentes grandes nations, différents pôles, et donc, en réalité, la politique internationale va rentrer dans le lit
naturel qui est le sien, qui est le fait d'être polycentrique, d'être, comment dire, sur différents tons, sur différentes aires et sur différentes logiques. C'est-à-dire, grosso modo, ce n'est pas, tu vois, c'est même pas un retour à la guerre froide, ça va être beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus diffus et donc beaucoup plus libre parce que beaucoup plus incertain. Or, ce que les impériaux veulent, c'est le maintien du monde qui existe depuis la chute de l'Union soviétique. Ce monde-là est mort. Alors à la rigueur, ce qu'ils veulent, ce qu'ils acceptent, c'est de nous vendre la nouvelle guerre froide. Ce qui est déjà, tu vois, un rétropédalage hein, par rapport à l'imperium mundi. Parce que, alors, ils ne le font pas de gaieté de cœur, mais la guerre froide, ils connaissent. Il y a nous, et il y a les Popov. Alors après, tu changes les plumes de l'Indien, hein, si tu veux. Ça peut être les Popov, ça peut être les Chinois, ça peut être qui tu veux. Tu vois, mais en tout cas, il y a nous, le monde libre, inclusif et qui dégaine ses nounours à la marche sur les chars, non pas les chars de la mort, hein, les chars de la marche des fiertés. Et tu as comment dire, et tu as les succubes, les incubes du troisième cercle de l'enfer, roux et qui sentent mauvais. Donc, si tu veux, mets tout ça en pleine inclusivité. Or, on ne discrimine personne, on aime tout le monde. Or, la seule chose, c'est qu'heureusement qu'on est là pour les éduquer quand même, parce que la civilisation, la barbarie, les droits de l'homme, enfin tout ça. Si tu veux, le droit de l'homme qui n'a rien de plus que la religion impériale, hein, parce que comme le dit magnifiquement Régis Debray, c'est la ROC, la religion de l'Occident contemporain. Bon, point. Voilà, donc si tu veux, ce que je pense, enfin, ce que je pense pas, ce que je sais, c'est que si tu veux, tu as tu ne vas pas avoir, tu vois, c'est pas les lendemains qui chantent parce qu'il y aura la multipolarité, pas du tout. C'est juste que chacun va devoir se demander qui il est et quel jeu il doit jouer parce qu'il y a plus, comment dire, d'équipe. Tu vois, tu marches plus dans une équipe le flingue dans le dos, tu vois. À nous, on est du côté de l'Occident. Non, il va falloir se demander. Maintenant, la Chine, ça réexiste, le Brésil, ça existe. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens-là, tu vois Or, toutes les zones se posent la question. Tu l'as vu pendant la guerre d'Ukraine. Et là, tu l'as vu au Moyen-Orient. Nous étions enfin, parce que le Moyen-Orient, si tu veux, malheureusement, c'est une terre d'empire. Empire ottoman, empire britannique, empire américain. Où la nation est quelque chose d'extrêmement récent, qui n'a pas toujours eu sa place, qui se concilie mal avec certaines réalités, particulièrement l'islam sunnite, je dis bien l'islam sunnite. L'islam chiite est profondément un culte polyade de la persianité. Hein. Si tu veux, quand tu as vu les grandes mosquées bleues, si tu veux, si tu veux, c'est pré-islamique hein, comme mentalité. Hein. Donc, qu'on l'accepte ou pas. Or, le problème, c'est que enfin, la modernité politique, le réalisme politique reprenait ses droits dans cette zone après de longues ères impériales qui ont apporté, à mon avis, un des éléments les plus dangereux du XXe siècle, qui est l'effondrement de la grande culture arabe. Parce que, si tu veux, quand la grande culture arabe s'est effondrée, si tu veux, alors que tu avais des choses magnifiques dans la grande culture arabe, on se rappelle pas du grand cinéma égyptien, on se rappelle pas de tout ça, tu vois. Mais le problème, c'est que quand tu détruis ça, un monothéisme absolu, ce qu'est l'islam, profondément, devient le seul ferment identitaire. Et ça, c'est régressif. Il en serait de même si c'était le cas du judaïsme, si tu veux, c'est moins le cas avec les cultes d'Extrême-Orient, mais les cultes monothéistes, quand ils se substituent à la culture, parce qu'ils sont absolus par nature, vu que Dieu est un et la vérité est une, ce qui est moins le cas dans le christianisme à cause de la trifonction, tu vois, Dieu en trois personnes, et du rapport à la vérité qui est un peu autre dans le christianisme. Mais le christianisme laissé à lui-même peut devenir théocratie, il peut devenir dangereux. Hein. Absolument. L'islam a une tendance à ça pour une raison qui est assez simple, c'est que la division du spirituel et du temporel est très différente
Tu vois, par exemple, si tu veux, nous, on a la division des 2 ordres. Tu vois, laisser à César ce qui appartient à César, à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ce qui est pas la laïcité, hein. C'est le fait que le spirituel est au-dessus du temporel et le guide. Alors que pour l'islam, oui, le spirituel et le temporel sont divisés. Le problème, c'est que toutes les questions politiques ont une réponse juridique à travers le Coran, le hadith, les hadiths et la sunna. Tu vois? Donc, si tu veux, tout est politique, mais toutes les réponses ramènent au théologico-politique. Tu vois, et pour résister à ça, il faut une culture nationale très forte. Et un nationalisme très fort. Ce qu'ont les Iraniens, par exemple, que la révolution islamique n'a pas détruit intellectuellement. C'était pas loin. Or, le problème, c'est que la grande culture arabe s'est effondrée, et donc l'islam est devenu un phénomène identitaire. Le nationalisme arabe a essayé. Le problème, c'est que le nationalisme arabe, alors, t'as 2 thèses. T'as ceux qui disent, il a été abattu de l'extérieur, ce que je dis, et tu as ceux qui disent, tant pis, de toute façon, il pouvait pas marcher, ce qu'a dit plusieurs fois Zemmour. À titre personnel, je pense que l'expérience méritait d'être tentée. Or, le problème, c'est qu'on ne les a pas laissés le tenter. Ça, c'est un état de fait. Bon. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu as des synthèses. Je pense au maréchal El-Sissi en Égypte, qui est pourtant un homme pieux et légaliste, ce qui était beaucoup de nationalistes arabes. Hein. Le nationalisme arabe est pensé par des chrétiens, mais dans le cadre de l'islam. On ne comprend pas l'œuvre de Michel Aflaq si on ne comprend pas ça. D'accord ? Et le problème, c'est que, enfin, après des années impériales terribles, enfin après l'Irak, après la Libye, enfin après ce gâchis, ce torrent de sang, cette folie, nous avions petit à petit une pensée westphalienne qui arrivait dans cette zone grâce à qui? Grâce à la Russie et la Chine. Enfin, grâce à la Chine, sous couvert de la diplomatie russe, parce que le triomphe à se taper le poitrail des Ruskov, je pense que les Chinois sont beaucoup plus adultes là-dessus, parce qu'ils ont le triomphe beaucoup plus discret, et qui est pourtant un vrai triomphe. Quand tu arrives à mettre les Saoudiens et les Iraniens qui se détestent, mais qui se détestent en toute matière, les Iraniens méprisent les gens du Golfe. À cause de l'ancienneté de leur civilisation, les gens du Golfe craignent les Iraniens. Tu vois ? Donc, si tu veux, nous étions arrivés par cet axe-là, par le fait que l'opposition à voir l'Iran devenir l'une des grandes puissances avait aplani la question israélienne dans beaucoup de classes dirigeantes. Et tu as même eu un axe, moi j'ai été l'un des premiers à l'annoncer il y a plus de 10 ans, Riyad, Tel Aviv. Que n'ai-je pas entendu à ce moment-là? Or, il était évident. La destruction de l'Irak, parce que bon, les gens qui me disent « Ah, s'il y a une grande nation, c'est triste que ce soit l'Arabie Saoudite. Fallait pas détruire l'Irak. Voilà. Vous vouliez pas des mecs du Golfe, fallait pas détruire l'Irak. Vous l'avez fait, d'ailleurs, en partie pour faire plaisir aux mecs du Golfe et aux Israéliens. Hein. Oui. Parce que le problème, c'est qu'il faut bien comprendre, pardonne-moi cette introduction un peu longue, hein, avec plaisir. Mais pour ton public, c'est qu'on est au Moyen-Orient, donc tout le monde couche avec tout le monde. La plupart des nationalités sont des professions, tu vois, palestiniens, israéliens, syriens. C'est des nationalités, mais c'est aussi des professions. Et parfois des professions à haute rentabilité. Tu vois le problème? Et donc, si tu veux, nous sommes dans cette, dans ce pot de pu, parce que c'est un pot de pu. Enfin, la logique interétatique, et grâce à des gens baroques, oui, d'accord, MBS, quand un journaliste comme Khashoggi pour sur Ordre du Prince Bandar lui manque de respect, ça se passe mal. Enfin, pour Khashoggi, ça s'est mal passé. Bon, si tu veux, non, après, je ne discute pas les coutumes, hein. Le laïd, le mouton laïd. Bon. D'ailleurs, c'est la grande question. Du mouton ou de l'Aïd, qui est arrivé en premier? Donc, c'est la grande question. Bah oui, tu ne te l'étais pas posé sous cet angle, mais Jamais. J'en suis certain. Or, les mecs, ils ont égorgé, bon, c'est horrible, hein. Mais MBS a réussi à faire de l'Arabie Saoudite, qui est une folie. Enfin,
c'est deux lignées par primogéniture des mâles âgés qui s'échangent le pouvoir sur un terrain laissé en indivision par Ibn Saoud à ses 50 fils qui aujourd'hui sont devenus 27 000, où chacun règne sur 3 dunes. Il est arrivé à faire de ça, parce que l'Arabie Saoudite, comme tu le sais, c'est quand même le seul État au monde où le nom du propriétaire est marqué dessus. Il est arrivé à en faire un État moderne, quoi qu'on en pense. Donc enfin, on était en train de... La seule étape, c'était l'inclusion, ce qui veut dire un choix pour Israël. Est-ce qu'Israël est le poste avancé de l'Occident en terre arabe, ou est-ce qu'Israël est un État moyen-oriental? Eh bien, le Hamas a décidé d'enrayer cette logique et de nous ramener au statu quo ante. Et je pense qu'une partie des radicaux israéliens sont tout à fait, non pas contents, parce que personne ne peut se réjouir de cette horreur, mais je pense que ils pensent qu'à toute chose, malheur est bon. Et ça, c'est dramatique, vois-tu. Parce que cette zone était enfin en train de réémerger. Alors, tu connais ma grille de lecture, hein. Moi, mis à part les intérêts français, le problème, c'est que l'intérêt de la France n'est pas d'avoir une zone de 300 millions de gens, parce qu'il y a 300 millions d'arabo-musulmans jusqu'à preuve du contraire, qui est dans un état, si tu veux, de ruine à nos frontières immédiates. D'accord? Et donc, si tu veux, je suis, bon. Tu sais, peut-être l'as-tu vu dans certaines de mes vidéos, je dis depuis près d'un an maintenant, souvent dans plusieurs sujets géopolitiques, nous allons vers des situations, sauf si quelqu'un fait quelque chose de stupide. C'est une phrase que tu m'as déjà entendu certainement prononcer. Eh bien voilà, c'est le genre de saloperie que j'attendais. Je n'imaginais pas qu'elles allaient aller à ce niveau-là, parce que je pensais qu'Israël était beaucoup plus près. Mais j'ai sous-estimé, alors que là, j'ai sous-estimé, je le reconnais, hein, le caractère destructeur d'une partie des radicaux et des juifs religieux, dans l'affaiblissement de l'État régalien israélien, Mais de l'État régalien. est-ce que tout ça, de l'Ukraine à la situation en Israël et en Palestine aujourd'hui, ne donne pas raison à Francis Fukuyama et la fin de l'histoire telle que narrée par l'Occident? C'est-à-dire la fin d'une histoire narrée par ceux qui se prétendaient vainqueurs avant même d'aller sur le champ de bataille. Et aujourd'hui, on l'a vu, leur narratif est très vite mis en danger. Par quelle cause ça? Est-ce que c'est la rapidité de circulation de l'information, les réseaux sociaux, la conscience peut-être des masses, je ne sais pas. Mais on le voit, l'épisode par exemple Nord Stream 2 serait passé comme une lettre à la poste dans les années 70. Et aujourd'hui, pareil, en Israël-Palestine, on voit bien que cette histoire sordide de bébés décapités, un conseiller de la Maison-Blanche est obligé d'invalider Joe Biden lui-même. Donc, est-ce que finalement, sur cette notion de fin de l'histoire, Fukuyama n'avait pas raison en disant c'est la fin de l'histoire telle que narrée par les cow-boys qui ont gagné? Non, je crois pas. Déjà, si tu veux, Fukuyama, c'est un auteur qu'il faut utiliser avec parcimonie. Parce que déjà, c'est un auteur complexe, Fukuyama, qui a été victime du jeu de mots hegelien qu'il a lui-même choisi comme titre de son bouquin, et on en fait un auteur de midinette, c'est tout sauf un imbécile. Or, le problème, c'est que là où il y a un aspect très hegelien de fin de l'histoire, c'est que la logique, c'est que tu as une logique étatique qui est en train. Tu as une logique étatique qui s'impose maintenant. C'est-à-dire que là, enfin, des États arabo-musulmans allaient arrêter d'utiliser la cause palestinienne pour justifier de ne pas exister en tant qu'État et de ne pas faire de politique. Parce que c'est malheureusement à ça qu'a servi la cause palestinienne. À ça, il y a bousillé le Liban. Tu vois ? C'est pas la faute des Palestiniens, j'entends. C'est seulement que ça fait 40 ans, 50 ans, 60 ans que les peuples arabes entendent de leurs dirigeants si on a piqué dans la caisse et si on n'a rien foutu, c'est la faute d'Israël. Ce qui est faux. Tu vois ? Or, le problème, c'est que tu avais enfin cette logique politique, parce que la logique politique, c'est celle qui tue le moins de gens. Quand t'entres dans la logique de civilisation, tu deviens un assassin, très rapidement.
Parce que tu vas tuer pour un tel, tu vas tuer pour machin. En réalité, bon, le plus souvent, tu vas surtout courir, hein, parce qu'il y a plus l'aspect coureur que l'aspect chasseur. Mais le problème, c'est quand ça se passe mal, il y a de vraies morts. Tu vois? Alors que dans la logique étatique, nous avons un différend politique, nous pouvons le régler militairement parce que la guerre est un fait politique total comme un autre. Mais la guerre elle-même doit être maîtrisée politiquement. Tu vois ce que je veux dire? La politique, c'est la maîtrise. Quand tu entres dans les guerres de civilisation, moi, c'est un discours dont je me méfie totalement. Tu vois, parce qu'à la fin, ça te conduit à aller au carton pour des causes qui sont très loin de toi et très loin de ton peuple, et qui ne valent pas le sang des tiens. Or, enfin, ce discours commençait à régresser. Alors certes, on l'utilisait toujours pour épater la galerie, mais tu vois, l'un des premiers qui l'a fait, je vais te sidérer, c'est Ahmadinejad. Alors, tu me diras, Ahmadinejad, Ouais. Alors il est vrai qu'il a, tu sais, il avait son côté chiracien, maire de Téhéran, main au cul des chèvres, parce que là où Chirac il les avait aux vaches, bon, chacun avec son béret qui ressemble à un pacol afghan. Le problème c'est qu'il est l'un des seuls à s'être il est le premier. Ce que Ratami, qui était notre ami moderniste, n'a jamais fait. Il s'est opposé à l'ayatollah Khamenei sur la nomination des fonctionnaires civils et militaires. Et il a fait passer ça comment? Par plus de nationalisme pour noyer la révolution islamique. Alors évidemment au service de son corps à lui, qui est le corps des Pasdaran. C'est évident. Mais pas se déshériter non plus. Mais si tu veux, de enfin solder la révolution islamique. Par quoi? Par le nationalisme perse, iranien, perso-sassanide, tu peux appeler ça comme tu veux. Mais alors évidemment, et pour ça, tu utilises à fond, parce que tu es une goutte d'eau perso-chiite dans un océan arabe sunnite qui t'est hostile, plus un Pakistan qui te déteste, tu utilises quoi? La cause palestinienne. Donc, tu casses du sucre sur le dos des Israéliens, et en même temps, tu négocies avec. Ouais. C'est pour ça, on est au Moyen-Orient, hein. Tout le monde couche avec tout le monde. Tant que vous comprenez pas ça, vous comprenez pas la zone. Or, tu vois, ça c'est un vrai problème, tu vois. C'est un vrai problème. C'est que cette logique politique et, si tu veux, était enfin en train de marquer des points dans une des zones qui était le plus en retard. En retard à cause de quoi? À cause de l'opération guerre contre la terreur qui, je le rappelle, a tué 4 millions de gens. Qu'on me justifie ça aujourd'hui. Tu vois? L'Irak n'a toujours pas retrouvé le niveau de vie qu'elle avait sous Saddam Hussein. Tu te rappelles l'affaire d'Afghanistan? On a quand même laissé pendant 2 semaines un régime à nous après qu'on soit parti. Le mec s'est tiré avec la caisse. Bah, tout l'Occident en un truc. Tu vois, le mec, il tient pas, il se barre avec la caisse, il manquerait plus une histoire LGBT dans un coin, et ça y est, t'as un sitcom sur France 2. Or, on n'est pas passé loin. On a quand même eu droit aux talibans modérés. Après le retour des Américains qui se sont carapatés il y a quelques mois, ils nous ont vendu les talibans modérés, qui reprenaient la place quand même. Et bientôt le taliban inclusif. Restez devant vos téléviseurs, vous allez l'adorer. Or, si vous voulez, il lui aussi se fait sauter dans une ceinture d'explosifs. Mais comment? Vous le saurez après la pub. Or, tu vois, et malheureusement, parce que cette nouvelle logique allait tuer des rentes, et malheureusement une partie de la cause palestinienne est une rente, tout comme une partie d'un certain refus israélien de gérer la cause palestinienne autrement que de manière carcérale et de manière policière. Ça, c'est une grande erreur d'Israël. Le premier à avoir demandé un État palestinien, c'est le général de Gaulle, parce que le général était un allié d'Israël et un ami personnel de Ben Gourion. Parce que si tu n'as pas d'État, t'as pas d'interlocuteur. Alors après, tu peux te permettre de les traiter comme des délinquants. Mais alors, si tu les traites comme des délinquants, tu les mets en tôle. Donc là, ce qu'on vient de vivre, c'est une émeute carcérale. Bah oui. Si tu es dans cette logique-là, attention, je ne dis pas que vu ce que Israël a pris, les enfants, etc., bien évidemment, ça soulève le cœur de n'importe qui. Et Israël a raison de vouloir sa vengeance. Parce qu'il est normal
je préfère des gens quand on tue leurs enfants qui disent j'aurai ta peau plutôt que tu veux pas qu'on fasse un câlin toi moi et mon canard thérapeutique. Donc ah, il est mignon, il s'appelle bon ça va être pas très original, hein, il s'appelle Coin Coin. Mais voilà or mais tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça plus sain anthropologiquement. Le problème, c'est que là, Israël est face à une part de sa propre logique. Tu vois? Il fallait régler politiquement cette question. Or, on refuse, depuis les accords d'Oslo, de régler politiquement cette question. Tu vois, si tu veux, les bonnes frontières font les bons voisins, une terre, un peuple, tout le reste, c'est de la littérature. Et de la mauvaise littérature. Tu comprends? Et ça, je pense que le Hamas, qui ne s'est préparé qu'à ça, qui ne s'est préparé qu'au combat urbain dans Gaza, a voulu attirer les Israéliens dans un piège, ce qui est fait. Parce qu'Israël va devoir attaquer au sol. C'est pour ça qu'ils ont pris les otages. Parce que s'ils prenaient pas d'otages, Israël réglait ça en bombardement. Là, Israël va devoir y aller à la fourchette. Et l'opération va tuer tellement de gens, va choquer tellement les populations, que la logique politique qui était en cours au Moyen-Orient va être gelée pour des mois, peut-être des années. Et là, et pour le coup, parce que le Hamas, comme tous les radicaux, vu que l'Arabie Saoudite ne les subventionne plus, accord d'Abraham fait par Donald Trump, il y a plus que le Qatar, mais le Qatar, ce serait mis d'équerre, tu vois. Le Qatar n'a pas les épaules pour subventionner l'islam à l'échelle mondiale. Tu comprends? Et ça, c'est, si tu veux, c'est cette logique-là que Trump a mis en place, que Poutine a mis en place, que Xi Jinping a mis en place, que ces groupes radicaux, poussent, tu vois, enfin, essayent de bousculer pour pouvoir garder leur rente. Alors tu me diras, les États de la multipolarité apparaissent comme pro-palestiniens parce qu'en fait, ils ont la position d'équilibre gaulien. Ils veulent l'État palestinien, mais si tu veux, ce qui devrait être un objectif pour tout le monde. Alors question, où le mettre? On ne peut pas le mettre à la place de la Jordanie. On ne peut pas le mettre à la place de la Jordanie. Ce n'est pas parce que la population est à 80% palestinienne, alors, entre 15, plutôt 15 que 20 maintenant, % de population bédouine qui tiennent la monarchie, et le roi Abdallah a été un de nos alliés fidèles, on ne peut pas lui faire ça. Tout comme son père, le roi Hussein, a été un allié fidèle. Tu vois? On peut tenter le Sinaï, ou autre chose. Mais ils doivent avoir une terre, et ils doivent avoir un État pour pouvoir régler les problèmes entre eux. Tu vois? Parce que, si tu veux, quand on dit le Hamas a été élu démocratiquement, le Hamas n'a pas organisé d'élection depuis tellement longtemps qu'il n'est pas plus représentatif des Palestiniens que ne l'est l'autorité palestinienne aujourd'hui. Le problème, c'est que on est sur une guerre de timbre-poste, tu vois. Gaza, c'est une banque de 6 à 12 km de large sur 200 km de long, tu vois. C'est un timbre-poste. En tout, le conflit israélo-arabe, c'est 3 départements français. Ouais. D'accord ? Ouais. Donc, moi, je ne crois pas à la logique de l'État unique. Je trouve que ceux qui la professent ont tous des arrière-pensées. Qui sont des pensées simples, c'est-à-dire la démographie palestinienne mettra les Juifs à la mer. Et ça, je le dis, ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain parce que ça, les Israéliens peuvent pas l'accepter, donc c'est pas la peine. Donc, si tu veux, tu leur dis pour la paix, on va te mettre en logique de survie. Ça va aller vite, hein, mon garçon. Ça va aller vite, hein. Très vite. D'accord ? Donc voilà, moi, si tu veux, là, ce qui est arrivé et ce qui risque d'arriver avec l'attaque au sol, ça va être que cette logique de normalisation et cette logique westphalienne qui enfin se remettait dans cette zone, refait place au discours civilisationnel bête et méchant. Attention, je dis bien discours civilisationnel, je dis pas discours huntingtonien.
Mhm. Tu vois, Huntington voulait éviter ça. Tu vois, Huntington voulait éviter ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on te reparle des néoconservateurs qui sont plus là depuis longtemps, parce que maintenant c'est plutôt la gauche otanienne que tu as vue à l'œuvre en Ukraine qui est face à toi. Euh, ils sont des impériaux, mais c'est pas le même type d'impériaux. Tu Et vois, c'est pas les mêmes réseaux, c'est pas les mêmes gens, etc. Tu vois. justement Et sur donc voilà où on en est. justement sur le comportement des blocs autour qui ont observé le conflit ukrainien comme des spectateurs qui donnaient à manger aux gladiateurs sans jamais mettre la viande sur le sable, quel comportement peut-on attendre? Alors déjà des États-Unis, on a beaucoup parlé dès les premiers jours du déclenchement du conflit des conséquences sur les BRICS dans une ambiance de pré-dédollarisation, on va dire, qui aurait pu menacer beaucoup d'intérêts américains. Est-ce que tu crois déjà à la réalité de cela avant même le début du conflit? Alors, Et est-ce que tu penses qu'il y si a un tu coup veux, de billard à deux bandes, alors volontaire ou involontaire, ça c'est pas du tout le débat, mais qui aujourd'hui pourrait encore favoriser la position alors, américaine? à titre personnel, je n'ai jamais cru, et tu me l'as jamais entendu dire, au bloc uni des BRICS. Tu veux, il y a des demandes unitaires des BRICS, qui sont d'ailleurs des demandes très saines, respect du droit international classique, démoralisation de la vie internationale et accès à la puissance. Bon. Dans le respect du droit international classique, il y a donc le respect, entre autres, de la règle, des règles relatives à la souveraineté des États et entre autres de certaines et du respect de certaines résolutions onusiennes qui dont le respect n'est pas le plus fort de l'État israélien, faut être honnête. Bon. Et donc ça veut dire un nouvel arbitrage sur les territoires conquis de 67. Bon, qui pour moi de toute façon resteront maintenant israéliens vu que de toutes les manières je ne vois pas comment on peut évacuer la totalité, enfin comment on peut évacuer l'État israélien et lui voler le peu de profondeur stratégique qu'il a, il en a quasiment pas, et donc de le réduire encore. Alors tu me diras, oui, enfin ces terres étaient historiquement celles des Palestiniens. Je me suis dit, c'est pour certaines de ces terres, c'est tout à fait vrai. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que Israël est un État nucléarisé, donc personne ne peut l'y contraindre. Tu vois? Donc à un moment, tu sais, il faut que deux rêves consentent à mourir. Le rêve premier, c'est le rêve des Israéliens du Herz Israël. Il n'y aura pas de grand Israël. Tu vois, ça n'aura pas lieu. Et de l'autre, le rêve du retour total des Palestiniens dans leur village, dans leur truc, etc. Je crains que ça n'ait pas lieu non plus. Parce que sinon, on n'en sortira jamais. Alors, il est vrai que beaucoup de Palestiniens pensaient que cet ordre westphalien politique se faisait en partie dans leur dos. Ce n'est pas tout à fait faux. J'ai cité dans mon dernier entretien un diplomate palestinien qui le disait d'ailleurs. Oui, ça se faisait un peu en partie dans leur dos parce que toute la zone ne peut pas vivre au diapason de ce conflit. Tu vois? Et le problème, c'est que là, on est reparti, on a remis une pièce dans le jukebox. Alors que vont faire les Américains? Bah, ils vont traiter ça comme un fait de politique électorale, je te le dis tout de suite. C'est-à-dire que Trump va jouer, lui, le sioniste dur, ce qui est normal, parce que le but de Trump, c'est de jouer la carte du populisme israélien, et c'est pour ça d'ailleurs que il ne faut pas oublier que la chute de Netanyahou avait été coordonnée comme une chute d'un Trumpiste, tu vois. Donc, si tu veux, et Biden, lui, il sait, je pense, il sait. L'équipe autour de lui sait parce que je parierai pas sur ce qu'il sait ou sur ce qu'il sait pas, hein, parce que bon, il a des prétentions pontificales, hein, déjà il fait des bulles, et c'est encore ce qu'il fait de mieux, hein. Donc voilà,
Et le problème, c'est que lui, il va pas faire la pub du Parti travailliste, c'est fini. À la rigueur, il va essayer peut-être de pousser l'un des principaux pions du Parti démocrate en Israël, qui est Bennett, qui peut dire « moi, j'étais pas là », contre Netanyahou, pour éviter, disons, cet ancrage pro-Trump dans une partie de la vie politique israélienne. Et surtout, il va essayer de courir un peu après ce conflit pour garder le vote, parce que le but, c'est de gagner pas le vote des juifs américains qui, pour la plupart, votent Parti démocrate. C'est surtout le vote évangélique, qui est un vote très pro-israélien pour des raisons théologiques un tout petit peu tordues, voire biscornues. Donc, dont certaines même sont des raisons qu'on qualifierait d'un philosémitisme tout à fait relatif. Donc, ça va devenir un fait de politique intérieure. Ça va servir aussi à Biden à encore rater son désengagement d'Ukraine parce que ça commence à coller au doigt et que ça va lui, il est déjà fort mal parti dans cette campagne, faut être honnête. Et même si, à l'exception peut-être du gouverneur de Californie, il n'aurait pas, parce qu'on me parle beaucoup du gouverneur de Californie, je n'ai pas encore vu sa fiche, hein, donc je n'ai pas encore fait sa fiche, donc je suspends mon jugement. Mais de toute façon, les autres candidats, mis à part un retour de Barack Obama qui est fort peu probable, c'est pas Kamala Harris ou Michelle Obama qui va poser. Moi, j'ai jamais cru à l'hypothèse Michelle Obama, mais je sais que certains y croient encore aux États-Unis, ce qui veut dire quand même la déliquescence du Parti démocrate. Quant à l'hypothèse Blinken, je n'y crois absolument pas, parce que Blinken appartient, lui, à l'État profond, et que l'État profond n'envoie pas de candidats. L'État profond est derrière les candidats, aux États-Unis. Donc, je ne crois pas du tout à l'hypothèse Blinken, et d'ailleurs, il ne met rien en place pour une éventuelle campagne personnelle, à l'heure où nous parlons, donc le 18 octobre. Les autres, eh bien, les Européens vont être des pousses au crime, comme ils le sont, parce que les Européens vont être des pousses au crime des deux côtés, tu vois. Des pousses au crime par un antisionisme que certains, l'antisionisme espagnol, enfin l'antisionisme chorizo, il va falloir m'expliquer un jour, et de l'autre côté, par le fait de ne pas se comporter en allié vis-à-vis d'Israël, c'est-à-dire, quand on dit à Israël qu'elle a un blanc-seing total, alors que ça peut lui revenir en pleine figure, on ne se comporte pas comme un allié. De la conférence de 67, qui est d'une conférence à la fois, parce que pour moi, je le dis, notre boussole, c'est la conférence de 67 du général de Gaulle. Il n'y a pas un mot à entrancher, il n'y a pas un mot à enlever. Nous sommes un allié d'Israël et nous sommes un vieil ami et un vieil allié des États arabes. Cette guerre ne nous regarde pas. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas jouer les pousses au crime comme les eurocrates le font, ce qui est normal parce que ils sont attirés par l'odeur du sang, mais ça, si tu veux, c'est leur être profond qui fait ça. Parce que c'est un impérialisme de valets, l'européisme. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont des mentalités d'esclaves et qui pensent être les maîtres de plus faibles qu'eux. Voilà. Donc, la Chine, la Russie, je vais donner un exemple, on pense ce qu'on veut de Vladimir Poutine, qui n'est pas quelqu'un que j'apprécie profondément, mais j'estime que c'est un chef d'État dont l'œuvre est à connaître. C'est pour ça que nous traduisons, nous, ses écrits, les œuvres complètes de Poutine chez nous, par Romain Bessonnet. Poutine a eu au téléphone tous les chefs d'État qui ont attrait à cette crise. C'est le seul à l'avoir fait. Eh bien, c'est ça qu'il fallait faire. Une politique de reconnaissance et de négociation. La Chine se tient assez loin de ça parce qu'elle sait que c'est un pot de pu. Elle utilise juste le fait qu'il y a un deux poids, deux mesures dans la communication de ce conflit, qui est évident. Qui est évident. Si tu veux, dès qu'on touche ce dossier-là, et c'est pour ça qu'il faut pas y toucher parce qu'il colle au doigt, on se rend compte que les règles de tous les autres conflits ne s'appliquent pas. Donc voilà.
Moi, ce que je veux, c'est préserver les intérêts français. Les intérêts français, c'est qu'il y ait une solution diplomatique négociée. Ensuite, ce sera une solution douloureuse pour tout le monde et difficile pour tout le monde. Voilà, ce que je voudrais, c'est qu'il n'y ait pas d'escalade verbale comme il y en a eu actuellement entre Israël et par exemple l'Iran, parce qu'une partie des radicaux iraniens savent que quand la logique politique qui est en cours de reconnaissance mutuelle d'intérêt aura eu lieu, à quoi servira la révolution islamique? Plus rien. Donc si tu veux, et c'est là où tu fais de véritables guerres injustes. C'est quand tu fais des guerres pour des intérêts personnels. La guerre accompagne l'homme depuis le néolithique. Donc c'est un fait social total qui fait évoluer nos sociétés. Et il y a des guerres que je ne qualifierais pas de justes, mais que je qualifierais de nécessaires. Parce que celui qui t'a pris la liberté peut à tout moment te prendre la vie. Donc c'est une atteinte de survie de s'attaquer à ta liberté. D'accord? Donc ça, c'est pas négociable. Mais quand tu en es à vouloir envoyer les tiens au carton, surtout quand tu as peu de capacité de projection, ce qui est le cas de l'Iran, que, à l'exception du Hezbollah, tu n'as pas de milice d'élite. Les passes d'Aran n'ont pas brillé en Syrie. Contrairement au Hezbollah. Et contrairement aux commandos tchétchènes que Poutine a envoyés. Les passes d'Aran n'ont pas, tout comme d'ailleurs les commandos chinois, très peu nombreux, mais qui n'ont pas particulièrement brillé non plus. Il faut dire, ils sortent de Chine, ils arrivent en territoire désertique moyen-oriental. Si tu veux, je leur jette pas la pierre. Les passes d'Aran, c'est beaucoup plus problématique qu'ils échouent. Et ils n'ont pas été super costauds en Syrie. Donc quand tu connais la vérité des prix, on va peut-être éviter, même pour l'armée israélienne n'est plus l'armée invincible qu'elle a été, très loin de là. Et Israël étant choc permanent. Je te rappelle qu'une part des réservistes de gauche se sont un peu désengagés de l'armée suite aux réformes de la justice de Netanyahou, réformes pourtant appuyées par l'opinion israélienne, que la société israélienne est surfracturée entre les laïcs et les religieux, et que le mec qui vit dans un kibbutz végan technologisé, ce qui est le cas d'Harari, ne va peut-être pas éternellement accepter de faire son service pour le claquet de chaussettes des quartiers noirs religieux qui lui fait 8 gosses. Tu vois, contre lequel je n'ai absolument rien, on t'en soit bien. Là c'est en tant qu'analyste que je te parle. Le problème, si tu veux, c'est qu'on est face à des sociétés qui ont une opportunité historique de normaliser enfin cette zone. Et qui, pour des raisons qui sont des raisons de comment je vais te dire ça? Oui, il faut le dire, comment dire? Qui sont des raisons de, comment je vais, oui, de survie, de rente et de refus d'adaptation, vont envoyer tout le monde au carton. Tu vois? Tout le monde au carton. Parce que, alors, attention, à chaque fois qu'il y a un truc au Moyen-Orient, on se dit ça y est, le barbecue nucléaire, amène tes chipots, halal. Mais donc le et kasher, parce que je te rappelle que il faut les deux, hein, puisque le halal est kasher, mais le kasher est halal, mais le halal n'est pas kasher. Donc d'un point de vue sanitaire. Or, le problème, c'est que non, j'espère qu'à un moment, la réalité du rapport de force fera que tout le monde va 2 tons en dessous. La seule chose, c'est, ça retarde encore l'entrée dans une modernité et politique, si tu veux, que tout le monde souhaite parce qu'on ne peut pas, voilà, les temps impériaux se terminent et doivent se solder. Ils doivent se solder en Ukraine, ils doivent se solder en mer de Chine, ils doivent se solder au Karabakh, ils doivent se solder ici. Tu vois, chacun doit reprendre ses billes,
faire son développement endogène et faire sa politique de puissance à lui, tu vois, pour qu'on évite, si tu veux, alors, tu me diras, ça fera un monde beaucoup plus incertain. Alors que l'avantage de la domination américaine, c'est qu'au moins on avait un point de fixation et tout le monde était autour du point de fixation. Oui, c'est ce qu'on appelle, c'est la Pax Romana. Bon, bah, le problème, c'est que, pardonne-moi de douter à la fois de la force de Rome aujourd'hui, mais particulièrement des capacités de l'empereur. Donc, voilà, hein, parce que lui, il arrive à se casser la gueule et sans tunique, tu vois, à la rigueur, quand t'es en toge, tu peux te prendre les pieds dedans. Mais quand t'arrives à te prendre les pieds dedans sans toge, t'es quand même, enfin voilà, si tu veux, là pour le coup, on a un César himalayen, hein, et je te rappelle que les proconsuls d'empire sont pas plus brillants. Hein, Monsieur Scholz, maintenant, avec son bandeau sur l'œil qui rappelle la Germanie des grandes années, le Monsieur Macron, qui tiendrait la timbale de la classe s'il n'y avait pas Monsieur Trudeau, hein, qui est quand même l'homme de l'Occident supérieur, là pour le coup. Enfin, tu vois, tu sais, il y avait une vieille expression dans le temps, il faut savoir faire de belles ruines. Là, tu vois, il y a même pas de belles ruines. Le Trudeau, Macron, Scholz et Simplet, son orchestre, ça fait là, tu vois, enfin, l'Occident valait mieux que ça. Tu vois ce que je veux dire. Mais Tu vois, or, voilà, nous luttons pour maintenir un monde qui est déjà mort. tout ça justement, effectivement, je rebondis sur les nombreux éléments que tu as donnés, s'inscrit dans un contexte où on a eu un détournement de l'attention, parce que sur le champ de bataille, les balles fusent toujours, mais cette impression assez terrible d'un conflit entre la Russie et l'Ukraine qui se serait soudainement éteint, aux grandes dames d'ailleurs de Zelensky, qui a déclaré lui-même qu'il avait peur que justement l'attention se détourne de l'Ukraine, comme une sorte d'adolescent un peu vexé qui veut continuer d'attirer l'attention, ce qui est le cas depuis le début. Mais là, on a quelque chose de très soudain. Alors, il y a une grille de lecture qui est très basique, très élémentaire, qui disait l'Ukraine a succédé au Covid, Israël-Palestine succède à l'Ukraine. Est-ce que on va dire sur l'aspect formel de ces événements géopolitiques, il y a quelque chose qui te semble cohérent avec justement l'OTAN, un des cadres de l'OTAN qui déclarait qu'il n'avait plus les reins assez solides, qu'il n'avait plus de munitions. Fin de citation, c'est quand même assez terrible. On parlait du déclin de l'Occident, on y est. Est-ce que tu penses qu'il y a une logique presque programmatique dans la nécessité d'un nouveau conflit et donc d'un détournement d'attention, ou est-ce que c'est la marche du monde qui nous réserve une nouvelle surprise? Alors, le réel a toujours plus d'imagination que nous. Ça. J'espère que ce que tu dis, comment dire, j'espère que ce n'est dans certains esprits. Malheureusement, j'en doute. Parce que, et je le vois aux laquais européens. À prendre l'un de mes préférés actuellement, qui est Monsieur Borrell. Pourtant, je suis plutôt hispanophile, hein, de base. Hein. Tu vois, pour moi, il n'y a pas de frontière de civilisation, hein, dans les Pyrénées. On se discute, mais dans les Pyrénées, non. Tu vois, je suis quand elle te sort, tu vois que il faut envoyer des flottes en mer de Chine. Je rappelle qu'il n'y a que 2 pays européens qui ont une flotte suffisante. Hein. C'est l'Angleterre. Que Borrell n'a pas à donner d'ordre, mais surtout, foutrait la flotte française là-bas. Tiens, tu as plusieurs personnes qui réfléchissent à la nécessité de maintenir, non pas, peut-être pas un conflit, mais un état de tension permanent.
si tu veux, c'est malsain, c'est profondément malsain. Quand tu maintiens un état de tension, tu ne sais pas ce que tu fais, en fait. Parce que l'état de tension peut tout à fait te revenir en pleine figure. Tu vois? Et ça, on ne veut pas le voir. On veut pas le voir qu'à un moment, tout peut déraper. Je ne les accuse de rien. Mais je vois monter des thèmes qui me déplaisent profondément. Là, je vais donner le thème, par exemple, des semi-conducteurs. Faudrait aller se battre à Taïwan pour les semi-conducteurs. Très bien. Ce qui veut dire que on peut faire la guerre avec une puissance nucléarisée qui est l'Empire de Chine, parce que on est trop feignant pour faire des semi-conducteurs nous-mêmes, ce qui veut dire qu'on préfère l'optique de la guerre, d'une guerre inutile qui ne servira absolument pas le peuple taïwanais d'ailleurs, plutôt que de mettre fin au libre-échange et à la désindustrialisation, tu vois. C'est-à-dire que là, on va faire des guerres pour protéger des rentes. Pour protéger les rentes impériales occidentales. Dont les premières victimes sont les peuples d'Occident. Faut quand même s'en rendre compte. Tu vois, t'as toujours le gauchiste qui va te sortir une phrase souvent d'Engels pour dire oui, mais les populations dominées des États dominants profitent à la marge de la domination. Premièrement, c'est pas tout à fait vrai, déjà. Ce n'est pas vrai. Si tu veux, ce n'est pas vrai. Je vais te le démontrer par ce que vit le peuple français et beaucoup de peuples d'occidentaux. C'est que l'Occident a été surdominant après la chute de l'Union soviétique. Ça s'est avant tout manifesté par une dégradation des conditions de vie des peuples occidentaux. Tu vois ? Donc, si tu veux, ça a pu être vrai à l'époque de certains empires coloniaux. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Or, j'ai très peur que quand la nouvelle génération des États en développement arrivera, et que cette génération-là n'aura pas la prudence des Xi Jinping ou des Vladimir Poutine parce qu'ils auront une expérience de vie beaucoup moins douloureuse, j'ai très peur que notre emphase verbale nous revienne droit dans la figure cette fois-ci. Tu comprends ? Ouais. Et j'espère que personne ne pense à faire des conflits de diversion. Le problème, c'est que j'ai tellement confiance en l'élite occidentale que je ne pourrai pas l'assurer. Et cette élite occidentale, c'est le grand volet que je voulais aborder aussi avec toi, avec quelque chose de très symbolique, mais qui peut-être préfigure ce qui nous attend pour 2027 en France. C'est ce symbole Mélanie, c'est-à-dire cette Union européenne qui est l'incarnation même d'une forme d'élite occidentale, qui en arrive aujourd'hui à enfanter ses propres ennemis, ses faux ennemis. On a vu tout ce qui s'est passé avec Mélanie, qu'on présentait comme l'espèce de nièce de Mussolini par alliance. En plus, un sosie de Marine Le Pen quasiment, donc elle avait tout pour plaire. Et très vite, on a compris que c'était un petit peu plus compliqué que ça. Mélanie qui se rapprochait des milieux d'affaires avant même d'être élue pour rassurer. Et puis aujourd'hui, on le voit politiquement. On a par exemple cette annonce de près de 300 000 migrants qui arriveraient d'ici 2025 en Italie. Et disons que c'est un peu dur pour une femme d'extrême droite qui devait fermer les frontières à double tour. On a aussi cette logique de réforme des retraites qui petit à petit s'installe dans le débat public en Italie. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que l'Union européenne est devenue tellement forte et malsaine qu'elle enfante ses faux ennemis pour tenter d'entretenir le dernier espoir des masses ? Si tu veux, la xénocratie fonctionne avec un système qui est très proche de 1984. Parce que, si tu veux, on va être très clair. Quand tu es en xénocratie, si tu veux, tu dois faire croire, quand tu es un bon xénocrate, ce qui est le cas de Macron, tu dois tout le temps dire c'est moi qui décide. Tu vois, par exemple, chez Macron, c'est obsessionnel. Moi. Il décide de rien du tout. Mais moi. Pourquoi ? Parce que tu dois cacher la main du maître. Un bon xénocrate cache la main du maître. Tu vois, par exemple, une partie de l'état de l'état de Vichy tentait de faire croire à l'opinion qu'il faisait autre chose qu'obéir à l'occupant, ce qui est, par rapport aux archives, ridicule. Et je pense même que, historiquement, ça c'est l'œuvre de François Delplat qui le démontre,
Vichy a essayé d'avoir plus de latitude vis-à-vis des Allemands que Macron essaye d'en avoir vis-à-vis des Allemands aujourd'hui. Tu vois ? Pour te dire où on en est. Or, le problème, c'est que la xénocratie implique un régime Potemkin, par nature. Par nature. Tu vois ? Parce que tu vois, tu ne peux pas assumer le fait impérial, parce qu'en plus, tu es dans une xénocratie de faibles. Tu vois, à la rigueur, Régis Debray a tout à fait raison. La France aurait certainement plus de latitude à être le 52e État des États-Unis, plutôt que d'être le laquais de l'axe Bruxelles-Berlin. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu n'as pas le magnétisme impérial parce que tu es en face de la Belgique et de Berlin, enfin autrement dit des pays qui ont plutôt un magnétisme, tu vois, un magnétisme inversé, quoi. Ils repoussent toute forme de vie conséquente, quoi. Et comme tu peux pas accepter alors d'ailleurs, il n'y a que l'extrême droite qui a le thème de l'Empire européen, évidemment centré à Berlin, parce que eux, ils aiment prendre des ordres de Berlin. Mais le problème, c'est qu'en dehors de ces 0,5% de population pathologique et pathogène, tu vois, je ne vois pas, il n'y a pas de base sociale pour ça, tu vois. Et c'est une structure qui n'existera plus parce que c'est une structure, si tu veux, qui équivaut à une pensée politique adolescente, tu vois. C'est-à-dire, c'est des gens qui se soulagent dans leurs chaussettes, tu vois, mais rien de plus que ça. Or, tu ne peux pas faire de fait impérial parce que c'est pas possible, et tu ne peux pas faire de démocratie parce qu'elle n'est pas possible non plus. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de peuple européen qui en aura jamais et qui peut pas en avoir. Bon, bah voilà. C'est aussi simple que ça. Tu vois, donc tu es obligé de cacher la main du maître et donc de créer de faux opposants. Moi, Mélanie, tu en es témoin, je l'ai dit le jour où elle a été élue. Et donc, tu vas avoir les Tsipras de droite. Alors, ce sera Mélanie, ce sera Marine Le Pen, ce sera Zemmour, ce sera tout ça. Tout simplement parce que l'ordre impérial, la particularité de l'impérialisme européen, c'est que c'est un impérialisme qui est germano-allemand, c'est-à-dire c'est un impérialisme où il y a un tenancier quelqu'un qui tient les autres pour le compte en partenariat avec une puissance tierce, tu vois. Or, le problème, c'est que cet empire-là n'a pas à négocier avec Mélanie, tout comme elle ne négociera pas avec la France. Si tu veux, ce n'est pas parce que tu négocies avec, tu vois, si tu veux, quand quelqu'un veut te détruire, la négociation n'est pas la meilleure option. Tu vois, ce n'est pas parce que tu vas essayer d'inculquer à un requin blanc les bienfaits d'un régime végan qu'il ne te bouffera pas. Mais j'ose un vœu pieux, et quoi de mieux face à une institution vampire? Est-ce que tu penses qu'un jour, on puisse avoir un courant politique dans un pays spécifique, et soyons fous, dans plusieurs pays, qui pousse l'Union européenne en l'état à se démasquer, c'est-à-dire qui pousse à assumer cette jolie phrase « Il n'y a pas de choix démocratique en dehors de l'Union européenne ». C'est-à-dire, on a des Mais choses... elle l'assume tous les jours, mon loulou. Elle l'assume tous les jours, ça. Oui, mais Elle sur des manières encore plus violentes, c'est-à-dire ce qu'on avait pu voir à Rotterdam avec la manifestation des agriculteurs où ça tirait à balles réelles. C'est symbolique, certes, parce que Ils le referont. Ah, ça, ils le referont. Ils le referont parce que comme c'est passé, ils le referont, ils feront pire. Ça, je veux dire, pour les connaître par cœur, ils le referont. Et tu penses qu'il ne peut pas y avoir de déclencheur qui, à un moment donné, alerte les masses? Choc extérieur. Choc extérieur parce que personne n'aura le... Là, si tu veux, tu as des gens qui ont le courage un peu partout. Tu as des Thierry Baudet aux Pays-Bas, t'as les clans souverainistes en France, tu as des gens comme Diego Fusaro en Italie. Si tu veux, la seule chose, c'est que il faut un choc extérieur, et le choc extérieur le plus violent qu'il pourrait prendre, ce serait, parce que là, si il est élu et si il est prêt à combattre, donc s'il a compris ce qui lui était arrivé,
s'il a compris ce qui lui est arrivé, ce serait l'élection de Donald Trump. Dont l'une des premières tâches devrait être la destruction de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne a participé, aux attaques du clan démocrate contre lui. Je pense qu'il l'a compris parce que c'est tout sauf un idiot. Et donc, il devrait en tout cas, si tu veux, il devrait les combattre. Il ne l'a pas fait la dernière fois, à la fois parce qu'il ne l'a pas pu, parce que tout simplement on lui a fait une guerre comme aucun président américain depuis Nixon n'en a eu. Et deuxièmement, parce que c'est un Jeffersonien, c'est un mec qui croyait que tout est écrit dans la Constitution des États-Unis. Tu sais, il a un côté américain extraordinairement naïf, Trump. Il a un côté vrai américain, c'est-à-dire, tu sais, parce que souvent, quand l'américain te dit we are good guys, il y croit. Il y croit parfaitement. Tu vois? Ouais. Il y croit parfaitement. Espérons que ce soit ce choc-là, cher Pierre-Yves. Je sais que tu as des impératifs, que tu nous offres ce temps-là sur Juste Milieu. On va pas te retenir Non, davantage. on peut continuer, Loulou, on peut continuer. Excuse-moi, c'était le petit truc de famille qui est passé derrière. Je suis désolé pour enfin, Pas tu de couperas problème, pour t'inquiète pas, non. tu couperas pour les gens. on- Mais voilà, je ne vois qu'un choc exogène, tu vois, bon, si tu veux, tu vois, regarde, prends l'impérialisme allemand. Les mecs sont en train de se désindustrialiser à vitesse rapide. Eh bien, leur obsession, c'est toujours de détruire le système électrique français. Bon. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Tu vois, si tu veux, parce que la France devient, comme c'est l'un des pays qui a le plus gros capital, tu comprends que comme c'est en train de se casser la gueule, nous allons devenir une cible. La plupart des autres États européens ne veulent pas notre défaite, ils veulent notre peau. Pour preuve, qui sont les États qui ont le plus soutenu une réforme du marché de l'énergie contre nous? C'est les Espagnols, les Italiens au profit de l'Allemagne. Point. Tu vois, si tu veux, nous avons beaucoup d'alliés dans le monde, ils sont tous à l'extérieur de l'Europe. Les seuls qu'on avait, c'était les Britanniques qui sont partis. Bon. Alors, je rigole un peu. Et on a un État qui est fiable avec nous, c'est les Grecs. Parce qu'on est les seuls à les avoir voulu les défendre militairement. Mhm. Tu vois, mais tout le reste, voilà, si tu veux, tout le reste, faut arrêter de rêver, quoi. Les Grecs, ils sont gentiment en train de connaître l'émergence de leur propre Macron. Avec alors, le nom m'échappe, mais cet ancien banquier d'affaires qui se présente avec une trajectoire qui est sidérante tellement elle est ressemblante. Bah, si tu veux, là, c'est d'ailleurs à bon entendeur, c'est que quand un populisme trahit son peuple, eh ben, il se passe ça. Il se passe ça. C'est-à-dire que les gens retournent vers la vie politique classique avec des taux d'abstention compris 20 points, et après c'est terminé. C'est pour ça, par exemple, que entre des gens dont on sait qu'ils vont trahir, que ce soit aux européennes ou que ce soit à la présidentielle, soit on vote alternatif, soit on laisse le système passer. Mais quand on sait que quelqu'un est une fausse alternative, moi, à titre personnel, Édouard Philippe, c'est l'anti-France, mais ce qui sera en face de lui ne sera pas plus la France que lui. Donc bon, je pense que beaucoup de gens doivent réfléchir au fait que soit on vote par conviction, soit rien ne vous oblige à voter. Rien ne vous y oblige. Et- Tu vois, parce que là, tu vois, tu as des oppositions structurées partout. Au Parlement, partout. Tu te rends compte que l'opposition parlementaire telle qu'elle est n'a pas réussi à entraver un seul texte. Bon. Au Parlement européen, pareil. Bon, ça ne sert à rien. On ment aux gens. Or, je vais te dire une chose. Si des gens
qui n'ont rien envie de faire arriver au pouvoir et donc trahissent. Ils vont solder le pays aussi rapidement, voire plus rapidement que ne le ferait le système. Et les Français brisés psychologiquement, bah, je vais te donner un exemple. Parce que là aussi, on a des données, tu vois. Il faut réagir par rapport aux données, pas par rapport aux sentiments. Le Fonds socialiste français a été brisé en 83. On est d'accord, toi et moi, jusque-là. Mhm. Bon, 1983, il a fallu attendre les années 2020 pour que les gens comprennent que le Parti socialiste n'était plus que le parti de gauche, que la gauche n'était plus socialiste. D'accord ? 83-2020, 40 ans. Donc, une fois que certaines personnes auraient pu être élues et donc vont trahir, parce que elles ont pas de personnel, elles ont pas d'idées, elles ont personne, eh bien, la France peut entrer dans une latence des patriotes français pendant 40 ans, et en 40 ans, la France n'existera plus. Mais l'Europe, ça je le dis pour une partie de l'extrême droite qui s'en réjouit, ne vous réjouissez pas trop vite, l'Europe n'existera pas non plus. Parce que tout ceci se fait avec notre fric, et que vous l'acceptiez ou pas, les dynamiques démographiques et autres font que de toute façon, le continent européen est condamné. Donc soit certains pays se désenclavent de lui, ce qui était le plan de Boris Johnson pour la Grande-Bretagne, ce que nous devrions faire pour la France. Nous allons publier un très bon ouvrage d'un jeune intellectuel qui est issu du cercle, qui est suisse, et qui a fait une géopolitique du XXIe siècle pour la Suisse, qui donne un exemple de comment même un petit pays pourrait se désenclaver, pourtant de dynamique continentale qui, de toute façon, même si ces gens arrivaient à avoir la peau de la France, ça ne changerait pas le destin, parce qu'une partie des pays européens, particulièrement les pays du Nord, les pays du Nord et de l'Est, ont, je pense, fait un choix anthropologique de disparition. Et que, voilà, et que pendant ce temps-là, bah, vous avez des gens qui veulent des places, et comme ils ont pas de face, parce que moi, je siégerais sur certains bancs à l'Assemblée nationale ou autre, dans l'opposition, j'aurais honte de ce que j'aurais fait jusque-là. Tu vois, j'aurais honte. Nous, quand j'étais au Parlement européen, je ne faisais pas. Mon cabinet, c'était tous les jours, comment on va les emmerder aujourd'hui, tu vois. Et tous les jours, on attaquait. Tous les jours. Tu vois, parce que quand tu es face, tu sais, c'était être, c'est s'opposer à ce qui te nie. D'accord? Et comme ces gens veulent nier notre pays, nous on les emmerdait tous les jours. Tous les jours. Tu vois? Or, et là, malheureusement, bah voilà, si tu veux, tu effaces, y compris dans les rangs alternatifs, aux dernières conséquences d'une révolution anthropologique que l'Occident a connue, que l'Occident a été dans ce qu'il a eu de meilleur, et la France est certainement, avec l'Angleterre et une ou deux autres nations, ce que l'Occident a créé de meilleur, a été quand même très peaufiné par Athènes et par Rome. Donc, si tu veux, parmi les plus grandes matrices civilisationnelles qui n'aient jamais existé, certainement avec la Chine et quelques États d'Extrême-Orient. Nous avons été solidifiés par une civilisation de l'honneur. Et malheureusement, c'est ça qui a disparu dans les années 70-80 et c'est en train de disparaître dans une part des rangs alternatifs, et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que le vrai problème, ce n'est pas la multiplication par la multipolarité d'un type d'homme qui nous serait hostile,
tu vois, dans le monde islamique, dans le monde asiatique, dans le monde africain. Non, pas du tout. Ou dans le monde russe. Le vrai problème, c'est la disparition du type anthropologique, des différents types anthropologiques des différentes civilisations occidentales dans ce qu'elles avaient de meilleur. Donc, une diffusion sans précédent de la lâcheté qui aujourd'hui, bah voilà, Mélanie. Tu vois, ça me fera marrer. D'ailleurs, ça a déjà commencé, hein. Je me rappelle d'un leader du camp identitaire qui est chez Zemmour, je me rappelle jamais lequel c'est, qui sur Twitter a eu une phrase magnifique disant oui, les immigrés, bien sûr, je les aime pas. Mais quand c'est le patronat qui les demande, et là, tu vois cette illumination. Je déteste, pour moi, je n'aime pas les effluves de Mokhtar, sauf quand il est parfumé par le MEDEF. Comment tu veux faire plus, là, pardonne-moi d'utiliser cet anglicisme, mais je vais même faire un double anglicisme tabibianais, que je vais citer notre grec tabibian adoré. Là, pour le coup, c'est Unterkök, comme dit très bien Greg. Tu vois, Unterkök. Tu vois, tu peux pas faire au-dessous de ça, tu vois. Tu vois, il donnait l'exemple d'un mec qui allait voter Emmanuel Macron avec un t-shirt Emmanuel Macron. Bah, tu vois, là, c'est pareil. Tu vois, j'aime pas les immigrés, sauf si le MEDEF me dit de les aimer. Alors là, quand on est là, alors que l'Union européenne, là, tu as vu qu'elle fait exactement ce qu'on avait prévu. Elle hâte sa fuite en avant, elle va faire venir l'Albanie, le machin, le truc. Même Jean-Claude Juncker dit, attendez, l'Ukraine, faut arrêter la folie. Si JC, patron du Luxembourg, vous dit qu'un État est corrompu, je vous en prie, croyez-le. Non, mais je Jeanne vous en d'Arc prie, qui te dit croyez-le. attention, Il y ça a, il y a brûle. quand même, il y a que deux choses dans la vie où on peut croire Jean-Claude Juncker les yeux fermés. Tu vois, c'est les marques de jeans, pas le vêtement, hein, le jean à boire. Pas le taille basse. Et tu vois, c'est la différence entre Attali et entre Attali et Juncker. Tu vois, ils font tous les deux dans le jean, mais c'est pas le même. Et, et qui est corrompu et qui l'est pas. Voilà, quand on va au Luxembourg, pardonne-moi, c'est pas pour parler gastronomie. Donc, parce que pour eux, ils font terminer avec certains peuples, et particulièrement, parce que ça c'est un point unanime de l'eurocratie, il faut piller le peuple français parce que c'est quand même lui qui banque, tu vois. Donc voilà. Voilà un petit peu cette feuille de route en espérant voilà, alors des jours meilleurs, ce serait complètement naïf de dire ça, mais c'est vrai que c'est un bilan que tu tires qui est très précieux parce qu'il est rare pour l'instant. Il est rare et je pense qu'il peut encore surprendre énormément de gens. Alors, sur nos sphères youtubiennes, bon, peut-être un peu moins, mais c'est vrai que ce discours-là, que ce constat-là n'ait pas d'autres échos, ou peu en dehors de nos petites maisons, c'est dire qu'il y a à la fois de l'espoir, à la fois du désespoir. Et là, on ne peut que Bah, penser à si notre tu pays. veux, tu sais, le désespoir, bon, vieille phrase maurassienne, hein, le désespoir en politique est une sottise absolue. Mais moi, si tu veux, le désespoir, c'est un truc de gens riches. Moi, je suis pauvre. Donc bon, tu vois, je suis pauvre, moi, si tu veux, je suis au sens strict. Je n'ai que ma force de reproduction, quoi. Donc, moi, j'ai que mes enfants, tu vois, prolétaire, tu vois. Et j'ai peu de moyens à ma disposition, donc si tu veux, j'ai pas le moyen. Si tu veux, les larmes sont un luxe et je ne peux pas me les payer. Donc, voilà, c'est si tu veux, je pense qu'à un moment, il faudra je pense qu'à un moment, il faudra, juste dire aux gens, l'avenir de vos enfants est au bout de vos poings. Et que personne ne fera cette guerre à votre place. C'est triste, c'est comme ça. Y a rien de plus à en faire, tu vois. Quelle, Voilà, mon. quelle belle conclusion. Voilà.
qui me plaît. Mais une fois, moi, je suis en spectateur aujourd'hui. Je me suis régalé. Une fois de plus, cher Pierre-Yves, un immense merci d'être venu sur Juste Oh bah, une ça idée. fait toujours plaisir d'ailleurs d'être chez toi. Alors là, tu reviens. Quand tu veux. Attention, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Voilà, je te le dis. Je le dis. Chers amis, chers spectateurs, rendez-vous sur le Cercle Aristote. C'est YouTube, c'est le site internet, c'est les livres en librairie. Vous allez demander tout ça. C'est important. Voilà, c'est très important, les amis. On est tous ensemble. Pierre-Yves, un grand merci une fois de plus. Et chers spectateurs, Merci à n'hésitez pas toi. vous abonner de partout au Cercle Aristote, à juste milieu, à qui vous voulez. Et on se retrouve très bientôt. Allez, prenez soin de vous et merci à tous.